Donc, bonjour à tous, je suis Teresa Gómez Díaz, dit en espagnol, et je suis ingénieure de recherche CNRS depuis très longtemps, depuis 2002, dans un laboratoire en France. Et donc, je vais vous montrer mes slides dans lesquels j'explique tout ça. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui pour... je vais prendre de l'eau, excusez-moi. Pour parler des logiciels libres dans le monde de la recherche principalement, la science ouverte et l'évaluation de la recherche. Donc, je suis dans un laboratoire d'informatique qui s'appelle Gaspard Monge depuis 2002. Je suis ingénieure de recherche. Et ce laboratoire est situé à l'est de Paris. Et il a 3 hôtels en ce moment parce que ça change un peu. Donc, le CNRS, l'École normale des Ponts et Chaussées, et l'Université Gustave Eiffel. Et il se situe à l'est de Paris. Et il a environ 150 membres, dont la moitié sont chercheurs permanents. Et les thèmes de recherche, c'est le traitement d'images, le traitement automatique des langues, l'algorithmique, la combinatoire, etc. Et c'est une caractéristique de mon laboratoire. Et il a une production de logiciels très importante. Pourtant, c'est un laboratoire de recherche très théorique. Et donc, on fait ces logiciels pour mieux comprendre l'objet en étude. Et nous avons fait des catalogues. Et donc, la plupart de ces logiciels sont diffusés avec une licence libre, ce qui est aussi une caractéristique de mon laboratoire. Et certains de ces logiciels sont très connus, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé les frontières du laboratoire et qui s'utilisent ailleurs. Excusez-moi, je suis asthmatique et ça, c'est compliqué. Donc, je suis ingénieure CNRS depuis 2002. Et en 2006, suite à la création d'un service d'évaluation à l'université, le directeur qui est allé voir le nouveau directeur de ce service est venu me voir et il m'a dit « Est-ce que tu veux t'occuper des logiciels ?» J'ai dit « Bon, très bien ». Et je ne savais pas que ça allait être aussi une activité aussi riche, aussi intéressante, et c'est mon activité à temps plein depuis 2007, en gros. Donc, la mission, c'est très important que la mission ait été écrite et de cette façon. Donc, ce qui mon directeur voulait, c'était la mise en place de services et qui soient associés au développement qui se font dans le logiciel, avec objectif de favoriser la visibilité. Donc, il faut comprendre qu'au tout début de cette mission, on ne savait même pas où était le logiciel, ni combien ils étaient. Donc, le projet Plume a commencé à être créé en 2006. C'est un projet national au CNRS. Et j'ai contacté tout de suite parce qu'ils avaient des missions communes avec mon travail. Et donc, j'ai participé très activement à ce projet pour la publication des descriptions des logiciels qui se faisaient dans mon laboratoire, mais aussi pour accompagner cette diffusion. Donc, ce projet a été arrêté en 2013 et j'ai continué à travailler dans un autre projet un peu plus tard qui s'appelle Presoft pour le plan de gestion des logiciels. Nous avons proposé un modèle que je vous montrerai un peu plus tard. Et depuis 2008, j'ai fait principalement des travaux assez théoriques quand même pour comprendre tout un tas de choses autour de la science ouverte, autour des logiciels de la recherche, autour de l'évaluation. Bonjour. Donc, toutes les références de ces travaux se trouvent à la fin de la présentation. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé cette mission, on ne savait même pas la production logicielle du laboratoire. Mais quand je suis allée interroger les chercheurs, ils me disaient des questions. Est-ce que ce que j'ai fait est un logiciel? Et est-ce que c'est un logiciel du laboratoire? Donc, on ne savait pas très bien de quoi on parlait. Donc, dans les premiers travaux que j'ai commencé à écrire en 2007, j'ai commencé tout de suite à proposer une définition
Pour dire un logiciel, c'est un programme utile pour faire avancer la recherche, c'est notre but, notre objectif, qui a été produit avec la participation d'une personne du laboratoire au moins, et souvent, il a des publications associées. Donc la finalité, c'est la recherche. Un membre du laboratoire y participe et c'est des productions associées aux publications. Donc un peu plus tard, plus récemment, dans ces articles avec Thomas, nous avons proposé la définition en anglais qui dit plus ou moins la même chose de façon un peu plus étendue. Quand on veut rendre visible le logiciel, il faut qu'il soit diffusé correctement. Il ne faut pas mettre quelque chose peut-être pas très clair dans une page web. Il faut que ça soit clair. Donc, j'ai fait cette procédure pour accompagner les chercheurs à la diffusion. Qu'est-ce qui était important? C'est parfois très difficile de savoir quand on commence à faire quelques lignes de code, si une année plus tard, ça va rester quelques lignes de code ou ça va évoluer vers un logiciel plus abouti, plus organisé, avec des collaborations. Donc, il fallait, du moment qu'on commence à voir que ça prend forme, il faut donner un nom, il faut savoir de quoi on parle. Et il faut savoir qui participe. Il faut établir une licence, surtout avant, ça c'était le pas super important, donner une licence avant la diffusion. Vous savez, dans toutes ces références, vous savez tout ce que je raconte, et de toute façon, les slides, je ne sais pas si elles seront en ligne ici, ou en tout cas dans ma page web, et tout y est. Voilà, donc le plus important, c'était, à part de choisir le nom, ne pas donner le nom d'une marque, parce qu'on peut trouver des problèmes. Voilà, et puis ensuite, à qui il faut parler pour la licence. Donc, tout de suite, ces questions de licence se posent. Et il faut comprendre pas seulement qu'est-ce que c'est une licence, mais qui décide de la licence. Donc, une fois qu'on a commencé à comprendre qu'est-ce que c'est une licence, comment ça fonctionne, etc., dans le monde académique, il faut aller un peu plus loin et savoir qu'est-ce que ça veut dire détenteur des droits patrimoniaux. Donc, j'ai étudié beaucoup les questions juridiques. Et j'ai fait ce test, ces documents, pour bien expliquer, d'abord pour comprendre moi-même, je ne savais pas de quoi j'ai parlé, j'ai aucune notion juridique avant de commencer ce type d'études. Et donc, il fallait comprendre les licences, les droits d'auteur, les interactions, qui décide de quoi, et donc bien comprendre les objets juridiques et l'objet scientifique en tant qu'une production scientifique. Et en fait, ce que je me suis rendu compte quand j'ai préparé ce type de présentation, c'est que toutes les références qui sont données à la fin, tous mes travaux, depuis 2007, d'une façon ou d'une autre, touchent ces questions, ou bien juridiques, ou bien de politique scientifique. Qui décide et quelles sont les décisions à prendre? Et je vous avais dit que j'allais parler un peu du plan de gestion des logiciels. Donc, c'est un modèle qui est toujours disponible en ligne. Et c'est un document qu'on commence à faire, que je propose de commencer à faire du moment que le logiciel commence à avoir une forme. Et donc, c'est un document qu'on révise régulièrement, qu'on commence à inscrire des informations et qu'on les révise et qu'on remet des informations. On y met des objectifs, on revoit s'il a des objectifs qui ont été atteints ou bien il a de nouveaux objectifs. Quand j'ai commencé, quand nous avons fait ce travail avec Geneviève Romier, j'ai fait des plans pour le logiciel de mon laboratoire. Et j'ai trouvé que c'était un document super important pour toutes les données de financement. Parce que les chercheurs ont des financements dans lesquels ils développent des logiciels, en collaboration parfois à l'extérieur, et ces données sont nulle part. Et c'est très difficile d'aller les retrouver 3 ans plus tard. Donc, moi, je pense que c'est, entre autres qualités, ces documents, pour garder ces informations, c'est super important. Voilà, et donc je devrais vous parler d'évaluation, mais avant de ça, je voudrais vous parler des sciences ouvertes. Pourquoi? Parce qu'avec Thomas Rethieu,
nous avons fait un document sur les logiciels de la recherche et son évaluation. Et quand on était en train d'étudier les cadres sciences ouvertes pour bien placer notre travail dans ces contextes, on a trouvé des publications qui nous disaient « Ah, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est la science ouverte ». Alors là, bon, on a tout arrêté et on a dit « Qu'est-ce que c'est la science ouverte ?» Et donc, comme vous voyez, moi j'étudie tout ce qui est logiciel libre depuis 2007. J'étudie à fond tout ce qui est la production de logiciels dans le monde scientifique, etc. Donc, après, pour comprendre la science ouverte, en fait, le premier point de départ, de notre point de vue, c'est tout ce qui se réfère à l'accès ouvert aux publications. Et le point de départ, pour moi, c'est la déclaration de Budapest, le Open Access Initiative, Budapest Open Access Initiative. Quel était le problème de ces gens qui disaient « on ne sait pas qu'est-ce que c'est la science ouverte » et il y avait des gens qui disaient « ah, mais les objectifs ne sont pas très clairs ». Et moi, je ne suis pas d'accord parce que si vous allez voir la définition d'accès libre à la littérature scientifique, on dit très bien qu'est-ce que c'est. Si vous allez voir la définition de logiciel libre, on sait très bien qu'est-ce qu'on veut. Donc, nous avons choisi simplifier la structure, parce que le monde de la science ouverte, il a beaucoup de choses qui sont parfois compliquées à comprendre, surtout quand on vient de loin. Et donc, nous avons choisi ces trois piliers, la Budapest Open Access Initiative, la définition des logiciels libres, et ça c'est une caractéristique de notre travail. Et après, bon, le mouvement des données ouvertes, on l'a placé dans ces organismes internationaux qui existent depuis très longtemps et qui fait un travail magnifique international depuis très longtemps. En ce moment, un travail très important au niveau de l'UNESCO. Ils sont en train de décider de ces documents, proposent une recommandation mondiale pour les 196 membres et c'est quelque chose qui est en train d'être étudié et adopté en ce moment à l'UNESCO. J'ai regardé hier et ils ne savaient pas adopter quoi que ce soit, donc c'est toujours en cours. Mais en principe, il doit y avoir une réunion en novembre pour étudier ces questions-là. Donc voici la définition que nous avons proposée, simple, dans une ligne. Ce n'est pas le cas de tout le monde qui parle de sciences ouvertes, ça je peux vous le dire. La science ouverte, de notre point de vue, c'est le cadre politique et juridique dans lequel les productions scientifiques sont partagées et diffusées afin d'être rendues visibles, accessibles et réutilisables. Donc vous le savez bien, dans le monde des logiciels libres, s'il n'a pas une politique, il n'y a rien qui se passe. Et même quand il a une politique, parfois c'est difficile qu'il y ait des choses qui se passent. Mais il ne faut pas que la politique, il faut aussi un cadre juridique. Et la loi de la République numérique, par exemple, fait ça très bien. Donc pour proposer cette définition, nous avons étudié, entre autres choses, des documents de la Commission européenne. Et donc, vous voyez ce document de 2012, qui est très important. Donc, il marque très bien les objectifs. La libre circulation de la connaissance en Europe. En France, bon, la loi de la République numérique, le plan national, il a maintenant un deuxième plan national. Mais ça, c'est le cadre politique et juridique. Mais il faut arriver à que ce cadre descende à ce que les chercheurs font dans le laboratoire. Et donc, pour ça, nous avons choisi trois pierres angulaires, vecteurs du changement. Et donc, le premier, c'est que le cadre politique doit arriver aux établissements. Parce que c'est les établissements qui font le recrutement. Et il faut développer les infrastructures et les services parce que c'est là que les productions vont être rendues visibles, accessibles et réutilisables. Et il faut changer les méthodes d'évaluation pour tenir compte de ce nouveau contexte. Et donc là, je vais un peu plus loin dans l'évaluation et j'attaque l'évaluation des logiciels de la recherche. Donc ça c'est... Ah non, avant, c'est le poster que je vous ai donné, j'avais presque pour tout le monde. Donc c'est un poster que nous avons présenté en octobre et ça montre, enfin ça ramasse tout ce que je viens de vous dire.
Désolé, c'est en anglais. La proposition, les publications qui ont dit qu'on ne savait pas très bien qu'est-ce que c'était la science ouverte, les travaux récents avec une vision très complète du travail de l'UNESCO et d'autres, les vecteurs du changement, etc. Voilà. Le poster, il est aussi en ligne, si vous voulez. Et donc, l'évaluation. Donc, maintenant qu'on produit des logiciels libres, il faut savoir les évaluer. Il faut que ça rentre dans la... Quand il y a 10 ans, je voyais des jeunes doctorants de mon laboratoire qui disaient « on ne dit pas qu'on fait des logiciels ». Parce que si on le dit, on ne va pas nous recruter. Ça pouvait jouer contre eux. Pourtant, ils ne pouvaient pas faire la recherche en combinatoire ou en algorithmique sans faire ces logiciels. Et puis parce que c'était la dynamique du laboratoire. Donc c'était quand même une catastrophe de mon point de vue, que j'ai travaillé pour rendre ces logiciels plus visibles et plus accessibles. Donc nous avons proposé avec Thomas ces procédures simples et très adaptables. Tout au long de la carrière d'un scientifique, depuis la thèse jusqu'à la fin de sa carrière, il a divers contextes d'évaluation. Ça peut être la production d'une publication, ça peut être un recrutement, une évolution de carrière, des collaborations, pourquoi on est invité en congrès. Et donc, 4 étapes simples. La première étape, c'est que le logiciel doit être bien identifié. On doit savoir de quoi on parle. Et parfois, ce n'est pas si évident que ça. Il faut savoir qui a participé au logiciel. Il faut connaître les auteurs, l'affiliation, la participation. La deuxième étape, que le logiciel soit disséminé correctement, qu'il ait une licence. Et là, ça rentre la politique des sciences ouvertes, qui est la politique qu'on va mettre dans les contextes d'évaluation. Et on va dire, on veut un logiciel comme ci ou comme ça, ou ça ne nous intéresse pas. C'est le comité d'évaluation qui établit leurs propres critères et qui vont dire, on veut ça et on va évaluer de cette façon. Et le troisième point, c'est les logiciels. Quand j'ai commencé à travailler avec Thomas sur ce truc-là, on a regardé beaucoup de travaux. Et en particulier, il avait des documents qui mettaient des choses très intéressantes, mais tout était mélangé. Toutes les questions logicielles, recherche, publication, tout était mélangé. Je disais, ça, c'est pas clair. Il faut organiser un peu ça. Parce que c'est très difficile, d'un point de vue externe, de dire qu'est-ce qu'on veut, quels sont les critères pour l'évaluation. Donc, c'était très important de séparer quand est-ce qu'on évalue logiciel et quand est-ce qu'on évalue recherche. Et donc, pardon. Le troisième point, logiciel. Attention, ce n'est pas un logiciel quelconque, c'est un logiciel scientifique. Donc, le premier point, c'est est-ce que les résultats scientifiques que j'ai obtenus avec ce logiciel sont corrects. Et après, on peut aller aussi loin qu'on veut, ou pas loin du tout, sur tout ce qui est qualité de logiciel. Documentation, test, installation, est-ce qu'il est facile d'utiliser. Et ça, c'est le point dans lequel je vais pouvoir réutiliser le logiciel et vérifier les résultats scientifiques. Et le quatrième point, c'est la recherche. Et également, on peut aller aussi loin qu'on veut. La qualité du travail scientifique, les algorithmes implémentés ou proposés, les structures de données. Et tout ça, comme je vous ai dit, c'est fait pour aider les gens qui vont faire l'évaluation et les gens qui vont être évalués. Aussi dans une direction de transparence. Je sais dans quels critères je vais être évalué et c'est comme ça que je vais agir. Voilà, donc les conclusions, je ne sais pas combien de temps, j'ai pris beaucoup de temps peut-être, je ne sais pas. C'est moi le maître du temps. Ah, d'accord. Je suis arrivée en retard. C'est celle qui devait animer la session. Bon, c'est la dernière transparence. Parce que vous êtes, voilà, C'est bien. Ouais.
Très bien. Mais voilà, donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi. La science ouverte, c'est un paysage en construction. Et ça, c'est parfois une grosse difficulté. L'intégration de la production de logiciels ou la production de logiciels libres dans ces paysages est toujours pas claire. En France, on a beaucoup avancé, surtout avec ce deuxième plan de la science ouverte. Mais on voit, par exemple, il y a des documents récents de la Commission européenne pour l'évaluation des projets Horizon Europe et le deuxième plan national en France. Donc vous verrez que la perspective, la vision des logiciels, ce n'est pas du tout la même. Et par rapport aux données, il y a aussi des différences. Ce n'est pas la même chose produire des données que produire des logiciels. Pourtant, c'est des choses qui sont complètement connectées. Les vecteurs de changement que nous avons choisis avec Thomas, les politiques des organismes, il y en a qui ont adopté, il y en a qui sont en cours, il y en a qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Encore. C'est normal, hein? Je ne me plains pas. C'est un paysage en construction. Les infrastructures qui sont nécessaires, elles sont aussi en construction. J'ai marqué ici la construction européenne EOSC. Il y a aussi, par exemple, la plateforme de données que le ministère veut mettre en place. C'est en construction. Les évolutions de l'évaluation. Donc déjà, dans ce document de Horizon Europe, vous verrez que l'évaluation des projets va se faire en considérant certains points de sciences ouvertes. Et c'est très clairement dit. Et donc ça, je pense que ça va donner des évolutions un peu partout, mais ça va prendre du temps, ça ne se fait pas dans une journée. Même si maintenant les choses sont rapides quand même. Donc, les changements, il a beaucoup d'intérêt. Quand je vous ai montré ces trois piliers, dans chacun de ces trois piliers, il y a des intérêts économiques énormes, différents. Donc, il y a beaucoup de choses changées. Les changements doivent correspondre aux intérêts de la communauté scientifique. Et ça ne peut pas se faire sans les scientifiques. Voilà. Et ça, c'est toutes les références. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Je pense qu'on n'a pas besoin de micro, hein, on s'entend. Si, moi aussi, parce que je ne m'entends pas. Oui, Moi, c'est du oui. Moi, j'aurais une question, c'est par rapport à... Parce que tout ça, c'est quelque chose qui est en cours de construction, de mise en place, etc. Mais la problématique de la communauté scientifique, ou d'échanger, elle existe depuis bien avant qu'on essaie de structurer tout ça. Donc, quelle stratégie y a-t-il par rapport à tous les anciens projets de recherche, pris en compte de ce backlog? Est-ce qu'il sera repris? Est-ce qu'il sera, et qui s'en chargerait? Puisque là, c'est pour les chercheurs d'aujourd'hui, donc par rapport à ce qu'ils vont produire en ce moment, ils vont essayer de le mettre dans cet ensemble de dispositions. Mais les anciens produits, et même certains qui avaient donné lieu à des brevets, mais après un certain nombre d'années, un brevet tombe dans le domaine public, donc ça devient une science ouverte, ces sujets de recherche. Et ce serait aussi intéressant d'avoir ces informations dans une telle structure, mais qui s'en chargera? Alors, ça, c'est une très belle question. Merci. Et dans la science, il y a beaucoup de production depuis je ne sais pas combien de siècles. Et il y a des choses qui se perdent. Et il y a des choses qui se refont. On ne peut pas tout garder. Moi, ce que je dis, c'est que si c'est important et intéressant, ça reprendra plutôt plus tard une place dans la science qu'on fait dans le futur. Je ne pense pas qu'en ce moment, il y a des gens qui se préoccupent beaucoup de récupérer la science qui s'est produite il y a 50 ans et qu'on n'a plus accès. On peut avoir accès à des publications, à des livres, etc., mais il y a des choses qui se perdent. Et c'est normal. La vie est humaine. Moi, je trouve que c'est normal. Qui va s'occuper désormais mais c'est la construction des infrastructures, c'est le service. Mais ça sera des choses qui sont produites à partir de maintenant. On ne va pas s'occuper du passé, on ne peut pas s'occuper de tout récupérer.
si on peut faire, mais je ne sais pas qui va le faire. Ça je ne peux pas vous répondre à cette question. Ça ne sera pas moi, en tout cas. Oui, non, mais je faisais le parallèle avec le projet Software Heritage de Luneria, Oui. qui lui est par rapport au code. Oui. Mais il y a aussi tous les algorithmes, parce qu'il y a le logiciel n'est que prendre un algorithme et le coder sous un certain langage pour le matérialiser. Oui. Mais l'algorithme reste valable, quel que soit le langage. Oui. Les langages évoluent, etc. Donc, ne pas réinventer l'algorithme, c'est important. Oui, mais si l'algorithme est publié ou si le logiciel est disponible quelque part, on pourra les voir. Moi, j'ai fait de la recherche. Oui, non, mais je comprends bien. Moi aussi, d'ailleurs. Des algorithmes qui sont très utilisés aujourd'hui, Oui. mais je ne les ai pas décrits en tant que tels. Et donc, les gens prennent le logiciel, mais retrouver un algorithme sur un logiciel qui fait plusieurs milliers de lignes nous garantit que les pauvres chercheurs d'aujourd'hui, quand je leur explique les idées qu'il y avait derrière, c'est super, mais pourquoi on ne peut pas les avoir quelque part? Ah, mais si vous ne savez pas faire la publication, vous ne savez pas les... Qu'est-ce qu'on peut... Publication de résultats. Mais qu'est-ce qu'on peut préserver si vous ne savez pas écrire quelque chose? Vous voyez, vous êtes en train de me dire, il faut préserver les idées, ça, c'est pas possible. On a présenté des résultats de recherche appliqués dans un domaine précis. À chaque fois, c'est comme ça. Oui, mais c'était la façon de faire la recherche, donc c'est normal que maintenant, on dit qu'il a... Enfin, c'est normal, de mon point de vue, hein, qu'on dit qu'il a des choses qui devraient évoluer peut-être dans une autre direction, justement, pour qu'on ne trouve pas les problèmes dont vous me parlez. Mais on peut s'occuper du futur, s'occuper du passé, c'est quand même... Vous avez l'air de vouloir réagir. Oui. Oui, enfin, je suis ancien chercheur, donc bien placé pour témoigner. Déjà, je voudrais vous remercier parce que votre présentation est extrêmement bien documentée. C'est un vrai travail universitaire que vous avez fait et je suis très intéressé par vos diapos, donc bravo pour ça, c'était vraiment incroyable. Merci. D'autre part, c'est vrai qu'on a un problème de friction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'open science est vu comme une perte de temps pour la majorité de mes confrères. Et c'est vrai qu'on a deux choix. Soit on baisse la friction sur la capacité à déposer des données et des logiciels, etc., etc. Ça, on y arrive. Soit on augmente la friction, donc côté valorisation de carrière, on dit si vous voulez augmenter, il va falloir, si vous voulez bouger, il va falloir jouer l'open science. Donc c'est vrai qu'on a deux choses. Un problème aujourd'hui, c'est quand on publie un logiciel, c'était très peu valorisable il y a quelques années. Il y a des journaux scientifiques maintenant qui sont dédiés à la production de logiciels, notamment JOSS, donc Journal of JOSS, George aussi, il a un autre. Exceptionnel de ce point de vue-là. Mais ouais, on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est pas fini et, voilà. Et c'est un souci, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit c'est en construction. On n'a pas un objet fini. Voilà. Et peut-être ça ne sera jamais fini. Et donc pour répondre à votre question, si vous voulez archiver des choses qui sont du passé, il faut payer quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, c'est les chercheurs actuels qui essaient déjà de mettre leur production en open science, qui est déjà un travail en soi. Donc si on veut revenir dans le temps, il faut payer du monde. Ce n'est pas un problème, c'est juste une question d'argent. Si vous avez l'argent, on trouvera, mais sinon, ça sera perdu. Effectivement, c'est un risque. Bon, c'est bon, d'autres questions? À la suite. Merci beaucoup. Ah non, il y a une autre question, excuse-moi. Petite question. Est-ce que vous avez un avis sur la façon dont ces logiciels doivent être maintenus? Alors, ça c'est une vraie question aussi également. Et, de mon point de vue, il a... alors, je ne sais pas si vous connaissez le projet Pluma, je suis désolée, je vais me référer à ça. Et il a des logiciels qui dépassent les laboratoires. Comme je vous ai dit, ici, il a des logiciels qui sont très connus, qui ont dépassé le laboratoire. Donc, je pense que pour ces logiciels-là, il faudrait faire un effort. Et sinon, moi, ce qui, de mon point de vue, vraiment, logiciel libre, recherche, etc., de mon point de vue, ce qui est important, c'est d'avoir un accès au code. Parce que même s'il a 10 000 lignes de code, s'il a un jour, c'est comme les mathématiques. Si un jour, il a quelqu'un qui veut reprendre ce code et le faire marcher, il le fera. En mathématiques, il a un théorème qui a pris 5 siècles à être démontré. Ça a pris 5 siècles, mais il a été démontré. Donc, et voilà. Donc, c'est l'accès au code, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait plus du tout quelles seront les technologies, les langages de programmation, les instruments qu'on aura face à nous. Mais si on a accès au code, et il y a quelqu'un qui a la volonté de vouloir faire marcher ça, ça se fera. Voilà, mais c'est une vision très particulière, je pense. Voilà. Merci beaucoup.